Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, ça a été l'objet d'un petit débat avec Hervé Parent quand on a mis en place cet atelier en disant on a des problématiques dans le métier. C'est vrai que toutes les agences, toute la profession, quand on met en place des services un peu digitaux, on se dit est-ce que légalement on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire? C'est toujours la grande question parce que de l'imagination on en a tous dans cette salle. Par contre, jusqu'où on peut aller dans notre imagination, c'était tout l'objet du débat et c'est un petit peu ce qu'on va aborder ici où effectivement, en permanence, on crée des outils pour la prospection, on crée des outils pour nos acquéreurs, on crée des outils pour nos vendeurs et cet outil-là, jusqu'où on peut le mener parce que la techno permet de faire plein de choses, du 360, de la e-signature, mais jusqu'où je peux aller avec cette techno-là, c'est vraiment ce que l'on va aborder pendant les prochaines 45 minutes. Alors, pour répondre aux interrogations que l'on peut se poser. Donc on est accompagné ici de 3 personnes spécialisées dans leur domaine. Donc on va commencer honneur aux dames avec Maëlys Vincent Moreau, qui est avocate au cabinet MVM. Bonjour Maëlys. On aura par la suite Steven Carnel, qui est avocat à Raison Carnel également. Bonjour Steven. Donc n'hésitez pas à prendre les micros. Il y en a 2, donc on pourra se les passer. Et pour finir, on a Loïc Frey, qui est expert en droit des affaires pour Business Field. Bonjour Loïc. Donc, ces 3 personnes, donc on va faire ça sous un format de table ronde, hein, on ne va pas faire ça de façon très formalisée, chacun parle après. L'idée, c'est de garder un petit peu d'interaction lors de cette table ronde. Donc, on va aborder différents... Oula, ça c'est pour réveiller tout le monde. On va aborder différents sujets par rapport à des problématiques. Si on les éloigne, c'est peut-être un peu mieux. Donc la première problématique va être de dire ok, je me lance dans l'immobilier. Une des choses qu'on fait tous quand on lance dans l'immobilier aujourd'hui, puisqu'on sait que 80% des contacts, voire maintenant 85%, arrivent grâce à Internet, va être de dire je fais mon site. D'accord? Donc je vais faire un site pour diffuser les biens que je vais avoir à la vente. Donc l'idée c'est de dire je mets en ligne ce site et dans le métier, vous savez qu'on a du salarié VRP, on a aussi de l'agent commercial. Donc on a des contraintes en fonction du type de collaborateur que l'on a. Et donc on va aborder un petit peu aussi les contraintes que nous impose cette fameuse loi Allure par rapport aux différentes contraintes du collaborateur. Donc une des premières choses, puisque vous savez que la profession d'agent immobilier est régie par la loi Allure, sur lequel on va s'interroger, est comment être en accord quand je fais un site internet avec la loi Allure. Ça va être un petit peu le premier sujet sur lequel on va ouvrir ce débat. Donc je pose la question à mes intervenants, comment être en accord donc, avec cette fameuse loi Allure quand je crée mon site internet? Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour à tous. Alors avant d'être en accord avec la loi Allure, et c'est mon confrère Steven qui en parlera mieux que moi, il faut déjà être en accord avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique et donc sur son site internet à remplir un certain nombre de conditions, notamment avoir des mentions légales qui vont détailler et décrire donc, qui est l'éditeur du site internet. Donc il va falloir exposer sa raison sociale, sa forme juridique, son capital social, son numéro de RCS. Et puis quand on est un agent immobilier, également faire mention de son numéro de carte professionnelle, de la date à laquelle elle a été émise, et puis également du fait que l'agent immobilier bénéficie ou non d'une garantie et qu'il est obligé qu'il ne peut percevoir de revenus autres que les revenus pour lesquels il va faire des transactions. Donc ça, c'est les mentions légales. L'éditeur de la publication également, quel est l'hébergeur, ses coordonnées pour pouvoir contacter l'hébergeur. Donc ça, ce sont des obligations générales qui s'appliquent à tout éditeur de site internet. Et puis, il ne faut pas également oublier tout ce qui est conditions générales d'utilisation. Donc les conditions générales d'utilisation d'un site internet, c'est une sorte de contrat, si vous voulez, entre l'internaute qui va venir consulter votre site internet et vous-même, l'éditeur du site internet, et qui va détailler
les conditions de surf sur votre site, qui est les titulaires des photos, qui est le titulaire de la marque du site internet, et ça va venir un peu vous protéger pour notamment empêcher que des concurrents viennent reprendre vos photos sur le site internet. Merci, bonjour à tous. Alors, vous êtes agent immobilier, gestionnaire ou syndic de copro, vous êtes donc vous êtes encadré par la loi Allure, mais avant ça par la loi Hoguet et le décret d'application de 72. Donc, vos médias sont soumis à ces règles-là. Donc, il faut penser site internet. Le site internet est un média par lequel vous allez communiquer et par lequel vous allez travailler. Et donc, vous allez annoncer via ce média. Donc, vous allez déposer des publicités, vous allez déposer des mini-sites, des mini-fiches internet, des fiches produits, et tout ça, c'est réglementé. Alors, toutes les dispositions liées à la loi Hoguet et aux lois, notamment qui régissent vos publicités, sont transposables dans l'Internet. Et donc, il faut évidemment réfléchir à l'intégralité des obligations que vous aviez en vitrine classique sont transposables sur le site Internet. Donc, évidemment, vous avez le bloc généraliste, mais toutes les obligations en matière de publicité, en matière de tarification, en matière de charge de la commission, en matière de détail, TTC ou pas, charge, commission incluse ou pas, doit évidemment être rigoureusement respectée sur Internet. Ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet que ces obligations ne vous sont pas strictement et rigoureusement transposées. Alors, ça, c'est le droit classique de l'immobilier, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est Allure. Quel a été le changement? Le but de la loi Allure, évidemment, elle a été décriée, la loi Allure, mais elle avait certains aspects positifs. Et en tout cas, dans l'esprit de la loi, c'était protéger le consommateur, protéger l'information du consommateur. Et donc, la loi Allure a imposé certaines obligations, notamment sur la qualification et la qualité de vos négociateurs. Le législateur a considéré que parfois, la qualité d'un négociateur indépendant, un agent commercial, était floue. On ne savait pas qui il était. Est-ce qu'il était salarié? Est-ce qu'il était indépendant? Est-ce que c'était un VRP? Est-ce que c'était un agent commercial? Et quelles étaient finalement ses responsabilités intrinsèques à cet agent co-indépendant? La loi Allure a dit que sur tous les supports commerciaux, dont évidemment les sites internet des agences, on devait faire mention des dispositions spécifiques aux négociateurs, aux agents co. Alors qu'est-ce qu'elles sont finalement? C'est son numéro d'RSAC et sa qualité négociateur indépendant, afin que le consommateur sache qu'il traite avec quelqu'un qui est indépendant. Au surplus, dans tous les documents commerciaux, vous devez afficher la RCP de l'agent co qui est obligatoire, comme vous le savez, et ses coordonnées précises de façon à ce qu'il ait une relation directe. Donc toutes ces nouvelles obligations de la loi Allure sont transposées, évidemment, sur le site Internet. Alors, si je peux me permettre, Cyril, le lien entre Internet, on va dire classique, un site Internet classique, et les réseaux sociaux sont ténus. L'intégralité de ces obligations formelles, vous devez les respecter sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la deuxième partie concernant les réseaux sociaux. Ça, on va y venir un petit peu après au niveau des réseaux sociaux, effectivement. Mais alors, si je synthétise un petit peu ce qui vient d'être dit pour le moment, donc sur mon site, je dois avoir des mentions légales. Ces mentions légales comportent différentes clauses, comme on en a parlé ensemble. L'éditeur, est-ce que vous avez renseigné votre hébergeur? Est-ce qu'il y a votre numéro de carte pro? Donc, est-ce qu'il y a votre numéro de garantie financière? Donc ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a aussi dans ces mentions légales des conditions générales. Est-ce qu'elles apparaissent clairement sur vos sites? Et également, donc, par rapport aux lois Allure qui sont en train d'être mises en place, on doit faire apparaître, si j'ai de l'agent commercial, du RSAC, comme on l'a dit, de la RCP, les coordonnées précises de la personne puisqu'elle est indépendante pour le contacter. Donc il y a une espèce de checklist qu'effectivement il faut respecter pour pouvoir être en conformité par rapport avec cette loi. Alors Cyril, attends, deux secondes, petit point pratique en matière d'annonce sur Internet. Vous devez impérativement faire des mises à jour. On a bon nombre de dossiers avec des fiches produits complètement obsolètes. Sauf que juridiquement, c'est une offre.
Juridiquement, ça veut dire que si vous laissez un bien en vente, il est encore à la vente. Vous êtes susceptible de recevoir une acceptation au prix. Et donc, du coup, dans l'esprit et même juridiquement, le client qui aura fait une offre au prix pourrait légitimement faire valoir son droit à la vente. Donc, c'est impératif de mettre à jour vos annonces. Donc là, rien à voir avec Allure, rien à voir avec les décrets d'application, mais c'est important cette mise à jour du site internet en matière de publicité. Alors en parlant de prix justement, là on travaille sur des gros montants, hein, on est sur des biens entre 100 et ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3, 4 millions. Et sur certains sites, on met des mensualités, de plus en plus. Forcément, quand on achète une voiture, votre Clio à partir de 150 € ou 200 € par mois, on le voit souvent. Pourquoi pas dans l'immobilier mettre donc cet appartement ou ce bien à partir de 1 500 € par mois sur 30 ans avec 2 ou 3%. Et on le voit de plus en plus apparaître sur des sites. Justement, donc, par rapport à ces mensualités, quelles précautions juridiques je dois prendre quand je communique mensualité sur un site internet ? Oui, Cyril. Alors, sur cette communication sur les mensualités, c'est vrai qu'il faut être très vigilant dans la mesure où on communique sur une opération bancaire, sur un prêt. Or, le Code de la consommation impose des mentions obligatoires pour toute communication sur un prêt immobilier. Or, ces textes-là ne sont pas réservés aux établissements financiers, aux banques. Dès lors que l'agent immobilier va mentionner des données chiffrées, hein, donc ce qui est le cas de la mensualité, on va être astreint à mentionner l'ensemble des points qui sont prévus par le Code de la consommation, c'est-à-dire que très concrètement, il faut que ça corresponde à une offre précise, réelle, qui existe. Hein, donc on a ces mensualités, on aura notamment le TAEG. Si effectivement on a un exemple précis de financement, il y aura tout un ensemble de mentions obligatoires qui sont dans le texte. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément si on n'est pas banquier, mais on est aussi astreint à cette obligation. Hein. Ok, donc il faut préciser les informations donc bancaires sur le site, donc probablement à côté des mensualités, ou on peut le mettre en bas du site pour pas alourdir le visuel. Oui, alors ça peut se présenter effectivement de manière rationnelle. C'est vrai que l'important est que l'information soit visible pour le consommateur, hein, qu'il n'y ait pas de dissimulation. Après, c'est une question effectivement de présentation, on va dire, loyale, hein, selon les termes du Code de la consommation. Hein. Donc il faut effectivement, il y a un arbitrage à faire entre effectivement l'information à faire figurer et évidemment les contraintes techniques et commerciales. Ok, merci. Une autre personne, non, sur les mensualités, on a été complet. Ok. Une autre chose qu'on voit ici dans ce salon au Rint, c'est le drone. On fait de plus en plus de vidéos ou de photos avec le drone sur des belles propriétés. Donc c'est quelque chose sur lequel on investit dans les agences. La question est, on entend parler de plein de choses. Est-ce qu'on a le droit, pas le droit de faire de l'image avec un drone? Est-ce qu'il faut une validation, un papier écrit de la part? Est-ce qu'il faut prendre que la maison? On peut prendre un environnement global avec les voisins? Jusqu'où on peut aller avec un drone aujourd'hui? Alors la problématique du drone, elle est très intéressante. D'abord, elle est matérielle. Il y a une loi qui est passée il y a 15 jours, je crois, le 24 octobre 2016, qui vient organiser un peu l'utilisation du drone, justement, pour pas qu'il y ait d'abus. Vous avez des distinguos entre les petits drones en dessous de 800 grammes et les drones un petit peu plus élaborés au-dessus de 800 grammes. Bon, ça ne vous concerne pas vraiment, mais l'utilisation elle-même du drone est réglementée. C'est-à-dire que si vous conduisez mal un drone, eh ben, vous serez sanctionné. Si vous êtes dangereux, vous serez sanctionné. Donc c'est un outil aujourd'hui qui fait l'objet d'une réglementation spéciale. Alors je ne vous parle pas des drones beaucoup plus importants qui, a priori, ne vous concernent pas. Donc lorsque vous allez utiliser un drone, la législation impose une immatriculation pour les drones supérieurs à 800 grammes. Mais quand vous allez l'acheter, la loi impose aussi un affichage sur la boîte du drone et vous serez évidemment informé de la marche à suivre pour cette immatriculation. Donc ce ne sera pas problématique. Vous allez comprendre comment il faut le faire. Alors après, juridiquement, pas tant sur la conduite du drone, c'est est-ce que oui ou non on peut prendre des photos avec un drone pour faire la promotion d'un bien immobilier. Alors en fait, c'est une question qui ne concerne pas le drone. C'est une question qui est large, qui se pose.
exactement de la même façon avec un appareil photo classique. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que je peux prendre des photos d'un bien et est-ce que je peux les exploiter par définition commercialement sur mon site internet? Alors, l'exploitation commerciale de photos du drone est soumise à l'autorisation, c'est ce qu'on appelle le droit des biens basique. Un bien qui appartient à une personne, si on en fait une exploitation, fût-elle par Internet, et que je ne gagne pas d'argent directement, mais que je l'exploite commercialement, je dois avoir l'autorisation du propriétaire. Donc, quand c'est dans le cadre de votre mandat, j'ai pas vraiment de problème, puisque vous avez tous des mentions écrites qui imposent au mandant de donner son autorisation pour justement communiquer autour du bien, et donc ça nécessite évidemment de prendre des photos. Donc le drone ne me pose pas de problème dans ma relation. Enfin, en tout cas, évidemment, il faut checker ça. À la limite, on pourrait rajouter des clauses qui autorisent une vision plus globale du bien. D'accord ? Pour autant, l'exploitation commerciale des biens qui figurent sur ces photos pose une problématique. Et donc, si j'ai 3 maisons autour, eh ben, vous pouvez être susceptible de vous voir reprocher de ne pas avoir obtenu l'autorisation des voisins pour cette exploitation qui finalement est commerciale, même si on ne vise dans l'annonce que le bien pour lequel j'ai reçu une autorisation. Donc c'est un petit peu compliqué, parce qu'évidemment, quand vous prenez un drone, par définition, c'est pour prendre de la hauteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc par principe, vous aurez la maison d'à côté. Et dans la mesure du possible, il faut demander cette autorisation. Alors, là, on est évidemment dans la théorie juridique, mais ça existe. Hein. Il y a de la jurisprudence sur des voisins qui engagent la responsabilité parce qu'on n'a pas reçu leur consentement. Pour autant, en opportunité, je peux comprendre que commercialement, c'est un peu délicat d'aller taper à la porte du voisin pour dire « Voilà, j'ai pris ta photo, j'ai pris ta maison en photo, est-ce que tu veux bien m'autoriser ?» Il ne va pas forcément être d'accord. Pour autant, voilà la règle. Donc ok, donc une vigilance, effectivement. Si j'ai des voisins sympas, ça devrait aller. Si je n'en ai pas, effectivement, donc un point de vigilance à avoir, ou cette fameuse autorisation du voisinage. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur ce que j'appelle le droit à l'image. Parfois, on demande à nos clients de faire des témoignages, donc en disant est-ce que vous avez été satisfait des services de mon agence, que ce soit des témoignages vidéo ou de mettre à côté d'un témoignage écrit la photo de son client. Ça, on le voit beaucoup sur des sites auxquels on voit un panneau vendu avec le négociateur ou la négociatrice et les 2 clients autour du panneau vendu. Chose qui est une très bonne chose quand on communique, ça crée un climat rationnel et véridique au témoignage écrit qu'il va y avoir à côté. Donc si je mets mes clients en photo ou je mets des vidéos de mes clients parce qu'ils m'ont fait un témoignage vidéo pour l'utiliser sur mon site ou sur les réseaux sociaux, quelles sont les précautions que je dois prendre? Alors sur cette question-là, on va partir du postulat que les témoignages sont des témoignages réels, parce que bien évidemment, on ne devrait pas tomber dans la publicité trompeuse. Quand on exploite, et Steven Carnell l'a tout à fait bien expliqué pour les biens, et c'est exactement la même chose pour les personnes, chacun est titulaire de son droit à l'image et doit pouvoir contrôler son image, et d'autant plus avec toutes les problématiques de droit à l'oubli quand on parle d'informatique et liberté. Le droit à l'image implique que l'on obtienne l'autorisation de la personne que l'on va photographier et qu'on lui expose, qu'on obtienne cette autorisation et que la personne consente donc à ce que son image soit exploitée sur des supports définis limitativement. Donc, par exemple, sur un site internet ou en affichage dans la devanture de mon agence immobilière, et également que cette exploitation soit faite dans une durée qui est normalement limitée. Il n'y a pas d'objet à ce que cette publication perdure pendant des années. Une fois que le bien immobilier a été acheté, puis éventuellement revendu, ça ne sera plus d'actualité. Donc il faudra bien veiller à obtenir de votre client cette autorisation en lui faisant signer un droit d'exploitation à son image daté avec les éléments que l'on vient d'exposer. Je voudrais faire une précision sur cette autorisation en matière de droit à l'image des personnes. Cette autorisation que vous demandez à vos clients, il faut aussi la demander à vos négociateurs indépendants. Il existe des contentieux où des négociateurs se sont retrouvés sur des plaquettes
ou alors photographiées dans le cadre de salons, et justement, sans autorisation, leur image a été finalement, la photo a été réutilisée et mise sur le site internet de l'agence, et le négociateur indépendant a dit tu ne m'as pas donné l'autorisation pour publier cette photo sur le site internet. Donc soyez vigilants, soit dans le cadre du contrat d'agent co, vous avez une autorisation globale sur tous les supports de l'agence, d'accord, soit à chaque événement, à chaque publicité, à chaque publication, vous obtenez cet accord-là. Très bien. Est-ce qu'il existe un document type sur lequel on pourrait prendre cette autorisation qui doit contenir des mots précis ou des termes précis, ou un courrier simple du client suffit en disant je vous autorise à utiliser telle photo ou mon image? Non, il n'y a pas de formalisme spécifique. Il faudra veiller à bien définir qui est la personne qui autorise, pour quelle utilisation, quelle exploitation, et dans la mesure du possible, déterminer la durée de cette exploitation. Donc il faut une notion de date et une notion d'identification de personne. Voilà, durée, exploitation, donc site internet, publication sur des panneaux qui vont être mis devant la maison, dans devanture, sur éventuellement des plaquettes commerciales, des supports commerciaux. Très bien. Et cette autorisation peut être un simple mail, ou il faut plutôt que ce soit un courrier rédigé? Alors ça Ça va revenir. ouais, ça peut être fait par mail. Après, il y a plus de force probante à un écrit avec une signature physique. D'accord. Donc un peu plus d'écrit ne ferait pas de mal en termes de papier, je parle. Hein. Et donc ne pas oublier ici le petit conseil important qui a été noté, c'est si on a un agent co, donc également d'avoir cette autorisation pour pouvoir effectivement continuer à travailler dans des conditions sereines. Je vois qu'il y a des bras qui se lèvent. Ce que je vous propose de faire, c'est de garder les 5 dernières minutes pour les questions, pour garder une certaine fluidité de discours. Donc il nous reste, on va dire, une dizaine de minutes, puisqu'il est 12h03. Et dans 5-6 minutes, donc on terminera tranquillement l'atelier et on ouvrira le débat aux questions. Donc vous vous lèverez pour parler fort et je répéterai la question pour pouvoir être entendu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, on ouvrira le débat tout à l'heure. Je voudrais qu'on aille maintenant, qu'on quitte un petit peu le site internet pour qu'on aille sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Aujourd'hui, en moyenne, 10% du trafic provient des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, principalement en France, mais aussi vous avez Twitter, Instagram dans l'immobilier avec les photos. Qu'est-ce que l'on peut faire? Quelles précautions à prendre un petit peu? Quels conseils vous pouvez nous donner pour les réseaux sociaux? Oui, Cyril, alors sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est sur cette fameuse notion d'irréputation, qui est l'image de l'entreprise qui apparaît au travers des réseaux sociaux, donc qui peut être une bonne image ou une mauvaise image. Elle peut être générée par l'entreprise elle-même ou par d'autres personnes, et c'est vrai qu'on peut avoir, même si la liberté d'expression reste la règle, des abus. Hein. C'est vrai qu'on va avoir des gens qui vont s'exprimer sur les réseaux sociaux. L'agent lui-même qui a sa page doit aussi faire attention, parce qu'effectivement, on peut arriver à des propos dénigrants, voire diffamatoires, des injures qui sont évidemment, sur le plan de la réputation, tout à fait négatifs. Donc c'est vrai que la législation permet de contrôler ces abus. Hein. Alors, il y a effectivement des possibilités en s'adressant... donc alors ce qu'on appelle les hébergeurs, hein, qui est une catégorie juridique qui concerne donc les entreprises de réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et autres, qui sont considérés juridiquement comme des hébergeurs. On peut effectivement, d'une part, leur signaler des contenus illicites. Ils vont avoir effectivement cette obligation de bloquer, de retirer. Sachant qu'il faut faire attention aussi, les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ouvrent des pages, donc qui sont bien sûr à premier chef responsables de ce qu'ils mettent. Hein, donc effectivement, ils peuvent être mis en cause s'ils se tiennent des propos diffamatoires. On peut agir contre eux. Et c'est vrai que le point un petit peu délicat sur les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez avoir une page, mais vous allez avoir des gens qui sont des internautes qui vont venir mettre des commentaires sur votre page Facebook et qui vont peut-être être des commentaires abusifs, dénigrants à votre endroit ou à l'endroit d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il y a une vigilance particulière dans la mesure où le dispositif législatif peut conduire à une responsabilité
de l'utilisateur de la page pour des commentaires qu'il n'a pas produits. Alors le principe de départ, c'est qu'effectivement, il n'est pas responsable, mais on considère que dès qu'il a pu avoir connaissance de ses propos et qu'il ne les a pas retirés promptement, eh bien la responsabilité passe sur l'utilisateur de la page. Donc concrètement, voilà, vous avez une page, des gens viennent mettre des choses plutôt dénigrantes à l'endroit d'autres personnes, des concurrents ou qui que ce soit. Attention, effectivement, vigilance, parce qu'effectivement, on a cette notion de connaissance des commentaires. Donc ça, là, il y a une appréciation, à quel moment on en a connaissance, hein, ça peut être assez rapide. Donc il peut y avoir un signalement. Hein. Les gens mis en cause vont vous dire, effectivement, par les dispositifs techniques de signalement qui passent par l'hébergeur, on va être au courant, mais il est préférable d'être vraiment vigilant en amont, hein, pour éviter de voir sa responsabilité, y compris pénale, hein, par exemple sur la diffamation engagée. Hein. Si je peux me permettre de compléter, Loïc, c'est effectivement, lorsque vous avez une page, notamment Facebook, vous êtes considéré comme un éditeur. Et en tant qu'éditeur, vous n'avez pas cette obligation de modérer a priori les commentaires, c'est-à-dire que les commentaires ne vous parviennent pas avant et c'est vous qui les publiez. Donc votre responsabilité, comme l'expliquait Loïc, de ce côté-là, ne peut être engagée. En revanche, vous avez une obligation de modération a posteriori à partir du moment où un contenu vous est signalé. Donc bien veiller à modérer les commentaires, notamment sur une page Facebook, c'est plus facile en tout cas que sur Twitter où parfois il y a des commentaires qui vont aller très très vite et il va être difficile de les signaler ou de les supprimer. Parfait. Merci beaucoup pour donc, ces conseils, comme quoi il faut être vigilant sur ce qui est publié. Hein, souvent, on met des pages en place et on ne les regarde pas tous les jours. Donc on vient de voir ici que notre responsabilité pourrait être touchée en cas de cette page si elle n'était pas donc surveillée et qu'elle véhiculait une mauvaise image ou des propos divers qui pourraient être négatifs. Je voudrais, avant de refermer aussi cet atelier, qu'on aille sur quelque chose qui est très tendance, que l'on voit de plus en plus dans les nouvelles technologies et qui vraiment pour nous va être un des points clés du futur, qui est ce qu'on appelle la signature électronique. Dans notre métier, on a beaucoup de documents à faire signer en permanence et l'État en rajoute chaque année. Donc par rapport à ça, il y a des solutions que l'on voit dans le salon, il y a plein de prestataires, je ne vais pas tous les citer ici. C'est aujourd'hui, donc lorsque je choisis un prestataire, que faut-il vérifier en termes de signature électronique? Alors, avant de parler de signature électronique, on va parler très rapidement de l'écrit. L'écrit dans votre job est très important. Et la question qui se pose, et la question qu'on nous pose très souvent, c'est est-ce que j'ai besoin d'un écrit, manuscrit? Est-ce que je dois envoyer un LRAR? Est-ce que je dois recevoir un LRAR écrit, signé pour accepter une offre, pour avoir justement le consentement de quelqu'un? Alors, il faut savoir que depuis une quinzaine d'années, le mail et toutes les formes d'écrit numérique ont une valeur probante. Alors évidemment, c'est moins probant qu'un écrit signé de la main de votre client. Pour autant, le mail, si on arrive à l'identifier, si on arrive à identifier le destinataire et celui qui a envoyé l'email, grosso modo, c'est quand même un moyen de preuve très important et c'est un moyen de preuve écrit. Donc ça, c'est très important que vous l'ayez en tête. Avec un mail, on peut s'en servir, on peut le redater. Ce sera à l'adversaire de démontrer que le mail n'est pas parti de la bonne personne, celui qui a envoyé, l'expéditeur du mail n'est pas le bon, que la date a été trafiquée dans l'Outlook ou dans le webmail des intervenants. Bref, il va rentrer dans une preuve contraire. Bon. Alors, pour la signature électronique, évidemment, elle est très répandue de plus en plus avec les iPads, les signatures à domicile chez les clients. La question qui se pose, c'est quel prestataire choisir et comment ça se passe, hein ? Donc, en gros, cette signature électronique est parfaitement valable. Vous avez des décrets de 2015 qui organisent cette signature électronique. Donc, vous pouvez vous en servir. La question, c'est par quel prestataire ? Alors, on ne va pas du tout donner de nom, hein. C'est surtout que le droit positif, le droit organise la validation des prestataires. C'est-à-dire que ne peut pas être prestataire tiers certificateur, on appelle ça certificateur, qui veut. Il doit respecter une checklist que, évidemment, je ne vais pas vous énumérer ici, mais qui correspond à une garantie d'horodatage, de stockage, de conservation des signatures et d'identification des parties. Donc, vous avez une liste et de critères
à respecter. Et c'est évidemment pas vous, agent immobilier, entrepreneur, qui allez checker si les 15 points de la loi sont respectés par le certificateur. Donc pour limiter tout ça et que ce soit efficace, vous avez une liste de prestataires qui sont certifiés, que vous retrouvez sur Internet, qui s'appelle la LSCI, je crois, où vous avez une liste de certificateurs. Et évidemment, ceux-là sont certifiés et correspondent à la certification légale. Voilà. Très intéressant. Donc c'est vrai qu'il est important du coup de bien vérifier auprès de cette liste. Donc si le prestataire que l'on va choisir effectivement est certifié pour pouvoir, lorsqu'on fait affaire avec un notaire dans le cadre du compromis de vente ou du sous-seing privé, n'avoir aucun problème. Cyril, petite précision. Quand on parle de signature électronique, on ne parle bien évidemment pas d'une signature scannée sous format PDF que l'on apposerait dans le document. Précision indispensable, parce que c'est vrai que parfois on s'amuse à voir ça, ou juste de faire signer avec le doigt sur son iPad ou son iPhone le client, effectivement n'est pas une preuve suffisante. Il n'y a pas de certification par rapport à ça. Très bien, ce que je propose qu'on fasse pour les dernières minutes qui nous restent ensemble, c'est effectivement de passer aux questions de la salle. Donc je vois monsieur devant, si vous voulez bien vous lever. Bonjour, je voulais savoir si les visites virtuelles 3 dimensions qui sont réalisées à distance ont une valeur juridique, une visite traditionnelle. Et pourrait-on faire signer un bon de visite pour quelqu'un qui a fait une visite virtuelle 3D? Alors la question est-ce que je peux faire signer un bon de visite si je fais une visite immersive, une visite 3D dans mon agence? Alors c'est une super question, merci de l'avoir posée. Alors je vais avoir des réflexes juridiques, je ne m'étais pas posé cette question, donc je vais essayer d'y répondre. En gros, une visite virtuelle, c'est une visite. Qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit concrète, j'ai des informations sur le bien, c'est-à-dire extérieur, intérieur. Et la question qui se pose, c'est évidemment l'identification de l'adresse du bien. Voilà. Le bon de visite, il est important évidemment pour prouver la visite, mais pour prouver qu'on a bien visité ce bien à cet endroit, de façon à ce que le client ne vous court-circuite pas. Donc dès l'instant où j'ai toutes ces informations qui découlent du bon de visite virtuel, signé avec évidemment l'identification du bien, et que j'arrive justement à certifier que c'est sur cette visite virtuelle, que le client a bien visité virtuellement, je ne vois pas d'inconvénient à signer un bon de visite, alors qu'il sera adapté dans sa rédaction, évidemment. Ce ne sera pas un bon de visite classique, physique, mais on adaptera les termes. Et oui, pour moi, ça vaut valeur de bon de visite virtuel, dans la mesure où l'agent immobilier pourrait s'en prévaloir comme mode de preuve en cas de court-circuitage. C'est comme ça que je le sens. Voilà. Merci pour votre question. Y a-t-il une autre question? Oui, madame. Donc, concernant les biens vendus que je communique sur mon site ou sur ma vitrine, quels sont les devoirs quand je fais de la communication sur les biens vendus? C'est bien ça votre question, que ce soit sur du digital ou du papier. Alors, je pense qu'il faut les retirer. Très vite. Très vite. Alors, oui, parce que vous allez me dire, il y a un délai de rétractation, etc. Non. Non, mais là, la problématique, elle est, est-ce que je continue à communiquer alors que le bien est vendu? Alors, ma réponse, elle est spontanée, elle est évidemment que non. Dans la mesure où le bien, il est vendu, alors, on n'a pas encore réitéré, d'accord? Vous n'avez pas la vente définitive, il peut y avoir des rétractations, il peut se passer des choses. Pour autant, il n'est plus disponible à la vente, dans le sens où vous ne pouvez plus obtenir d'offres sur ce bien. Alors, le but, c'est de donner une information complètement claire à votre clientèle. Donc, si vous barrez l'annonce et que vous communiquez et qu'il est clairement compréhensible pour les tiers que ce bien n'est plus disponible, je n'ai plus de problème.
Et effectivement, comme vous l'avez évoqué, une des choses importantes quand on communique sur un bien vendu étant de mettre le prix auquel il a vraiment été vendu et non le prix auquel il était à la vente. Ça, c'est un point de vigilance, parce que c'est vrai que nous tous dans l'immobilier, pour montrer nos résultats, c'est une action que l'on fait parfois, effectivement, de façon récurrente. Y a-t-il une autre question, mademoiselle ? Vous avez parlé des agents qu'on doit mettre avec l'allure, les numéros de RCA, etc. Et on doit le mettre dans les mandats, ça j'avais bien compris, mais quand les agents sont rattachés à une agence, sous la carte professionnelle d'une agence, est-ce que dans les pubs, il faut mentionner leur nom et toute leur pédigré ou pas ? Alors, dans les publicités que l'on fait sur un bien, si j'ai un agent commercial, est-ce que je dois faire apparaître les mentions légales comme le RSAC ou le RCP ? La réponse est Oui, oui, très clairement. Donc, tout document commercial, que ce soit tout digital support, ou papier. tout support commerciaux. Ça va de la carte de visite à l'annonce en passant par le mandat et les plaquettes. Et le site internet. Même si c'est sur le site internet de l'agence. Oui. Toujours concernant les accords commerciaux. Par contre, il y a une question concernant le droit à l'image. Vous avez dit que pour le droit à l'image, il fallait l'autorisation des agents commerciaux. Et en fait, je viens plutôt aux salariés. Faut-il l'autorisation des salariés sur ce point ? Donc, faut-il l'autorisation d'un salarié pour son droit à l'image si on véhicule sa photo sur un site ou sur un autre support de communication ? On avait parlé des agents commerciaux tout à l'heure, effectivement. Maintenant, on va faire un focus sur le salariat. Alors, d'un point de vue juridique, en fait, la question, elle se pose pour toutes les personnes dont vous allez exploiter l'image. Donc, elle se pose pour un salarié de la même façon que pour un agent commercial. Donc, après, ça peut être quelque chose qui est inclus dans le contrat de travail de ce salarié ou séparément. Et je pense qu'il est préférable de le mettre séparément pour que la personne ait bien conscience de consentir à une exploitation de son image. Et on va prendre une dernière question, du coup, puisqu'on a un peu débordé. Madame ? Si on fait un site internet pour les apporteurs d'affaires, ils sont aussi soumis à la loi OD. Les apporteurs d'affaires, c'est très clair. À Paris, on a des gardiens d'immeubles qui peuvent donner des infos. Et donc, je sais, ça doit être soumis à un statut d'important à délégité ou si il y a une certaine flexibilité. Donc, si je fais un site internet, notamment on parle à Paris, on a des gardiens qui sont des apporteurs d'affaires, donc je ferai un site internet pour mon gardien, c'est bien ça la question. Un site où il y a plusieurs apporteurs d'affaires qui peuvent donner des informations. Donc, ou un site dans lequel l'apporteur d'affaires peut déposer de l'info, qu'est-ce que je dois mettre en termes de conditions juridiques dessus ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne question, en tout cas c'est une bonne problématique. Ma réponse, elle va être assez juridique. La loi Hoguet, elle organise une profession, d'accord, une profession réglementée. Elle n'interdit pas du tout les apports d'affaires. Vous pouvez signer des conventions d'apport d'affaires et ça se fait régulièrement. La question, c'est quelle sera la mission dévolue à l'apporteur d'affaires. Si l'apporteur d'affaires se limite à donner des informations, c'est un vrai apporteur d'affaires. En revanche, si de près ou de loin, l'apporteur d'affaires agit comme un agent immobilier au sens de l'article 1 de la loi Hoguet, évidemment, il n'est plus apporteur d'affaires. Donc là, vous rentrez dans l'illégalité évidente, que ce soit sur Internet ou pas. Donc un site Internet qui viendrait organiser de manière institutionnelle une activité d'apporteur d'affaires, pas de problème, dès l'instant où l'apport d'affaires reste un apport d'affaires. Et si l'apporteur d'affaires est un agent immobilier au sens de l'article 1 ou un agent commercial, d'accord ? Et bien là, le site internet sera illégal. Donc il faut encadrer les missions des apporteurs d'affaires, il faut limiter la mission de l'apporteur d'affaires à sa mission d'apporteur d'affaires. Pour autant, si sur le terrain, et là le site internet, je ne sais pas, si c'est l'éditeur du site, si c'est l'entreprise qui crée le site internet, l'entreprise aura du mal à checker si sur le terrain, l'apporteur d'affaires agit comme un apporteur d'affaires ou comme un agent immobilier ou comme un agent co, à savoir faire signer des mandats pour une agence, représenter une agence, faire des visites, faire signer des bons de visite. Bref,
s'il agit comme un agent immobilier ou indirectement comme un agent co, là, la question de la responsabilité se pose. Chacun son job, cloisonné, étanche. Je ne sais pas si ce site existe déjà ou si c'est un projet. Mais en tout cas, sur ce site internet-là, il faudra veiller à bien rédiger des conditions générales de vente ou conditions générales d'utilisation pour, comme le disait Steven, encadrer la façon dont les personnes peuvent renseigner les informations et bien exclure la responsabilité de l'éditeur du site internet à cet égard. Donc on va remercier nos intervenants, donc Loïc, Maëlys et Steven, qui nous ont fait le plaisir de venir donc, pendant cette petite heure nous donner des conseils sur le jury.